Mesdames et messieurs, les membres du conseil municipal de Carbon-Blanc, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, messieurs les porte-drapeaux, messieurs les présidents des associations d'anciens combattants, Père Pascal n'est pas là, mais je sais qu'il est au moins là avec nous par la pensée, Carbon-Blanaises, Carbon-Blanais, mesdames et messieurs, le 28 août 1944, après avoir quitté Bordeaux, des soldats allemands traversent le bourg de Carbon-Blanc, faisant plusieurs victimes. Les semaines et les mois qui suivent, c'est toute la France, puis toute l'Europe qui seront libérées. Dans tout le pays, des rues, des places vont prendre le nom de Libération. Dans notre commune, c'est la place principale qui est ainsi nommée, la place où tous les habitants passent, entre l'église, le monument aux morts, alors situé sur la route nationale, et la mairie, alors située à l'extrémité de l'îlot Thérèse. Ce choix montre l'importance que l'on accorde à cet événement. En effet, on ne se contente pas de célébrer le départ des troupes d'occupation d'une puissance étrangère, comme on l'a déjà fait maintes fois dans le passé, après des guerres victorieuses. On célèbre aussi, on célèbre surtout, la fin d'une période d'oppression qui, au nom d'une idéologie totalitaire, voulait transformer par la force l'homme et la société en faisant table rase de tout l'héritage de la civilisation occidentale. Dans l'euphorie de la victoire, nos aînés pensaient s'être débarrassés à tout jamais de l'hydre totalitaire. Ils se trompaient. Il a fallu attendre la chute du mur de Berlin en 1989 pour que disparaisse de notre continent le totalitarisme soviétique. Certains ont cru alors au triomphe définitif de la démocratie. À la fin de l'histoire, pour reprendre une expression devenue célèbre, ils se trompaient aussi. Car aujourd'hui, une autre idéologie à caractère totalitaire nous menace. Utilisant la violence aveugle du terrorisme, elle a déjà fait plusieurs centaines de victimes en quelques mois dans notre pays et plusieurs milliers à travers le monde. Elle veut nous soumettre à ce qu'elle croit être la loi. Elle n'a pas plus de rapport avec la religion dont elle se réclame que le nazisme n'en avait avec la pensée occidentale ou le soviétisme avec le communisme. Elle en est un dévoiement. Il nous faut la combattre, comme nos prédécesseurs ont combattu pour nous libérer du nazisme. Libération que nous célébrons aujourd'hui. La tâche est difficile. Plusieurs écueils sont à éviter. Le premier est d'en faire une guerre de religion ou un choc de civilisation. Le second est de faire des auteurs des attentats des malades ou des fous. Ils ne sont pas plus malades ou fous que les SS qui gazaient les juifs dans les camps d'extermination, ou les soviétiques qui affamaient les paysans dans les campagnes ukrainiennes, ou encore les Hutus qui massacraient les Tutsis sur les hauts plateaux africains. Car comme eux, même s'ils agissent individuellement, ils le font au nom d'une idéologie collective qui veut imposer un projet politique à notre société, selon l'expression même du Premier ministre. Il nous faut les combattre à l'extérieur et à l'intérieur, comme ce fut le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'extérieur avec nos alliés, à l'intérieur en essayant de comprendre pourquoi et comment ces jeunes, pour la plupart éduqués dans l'école de la République, sont arrivés à tant la détester qu'ils souhaitent la détruire. Pour cela, le rôle de l'éducation est essentiel. Dans quelques jours, ce sera la rentrée scolaire. C'est sans doute toute l'éducation qui est à reconstruire autour de notre langue, qui fait notre unité et guide notre façon de penser. Et autour de notre histoire, qui, à travers des faits et des principes partagés, nous permet non seulement de vivre ensemble, mais d'habiter véritablement la même maison commune. La liberté n'est jamais gagnée définitivement. Elle doit rester sous observation. Comme un malade, elle ne doit jamais être renvoyée chez elle avec un « revenez si ça ne va pas ». La liberté est fragile, car elle n'a ni char, ni uniforme, ni état-major, ni prison. Elle ne peut pas être agressive et elle ne cherche pas à dominer. La tentation de nombreux pays ou dirigeants est d'imposer leur conception de la liberté. Celle-ci peut alors prendre des formes effrayantes et s'avérer être une simple transition pour passer d'une dictature à une autre dictature. La liberté peut être falsifiée, usurpée sous des formes variées.
sans cesse, et les livres d'histoire en sont remplis, elle est mise en compétition avec d'autres grandes aspirations ou des peurs. Une démocratie installée depuis presque 150 ans, sans connaître de révolution, comme la France, a connu le péril de la liberté. Les guerres et les occupations, les états d'urgence, sont à chaque fois des blessures infligées à cette liberté. Aujourd'hui encore, cette semaine, la liberté est mise à mal. Chaque attentat, chaque drame nous fait perdre un peu plus de liberté. Elle est ce qu'il reste de nombreuses soustractions. Nos gouvernants opposent la sécurité à la liberté, comme si on devait rogner sur l'un pour consolider l'autre. Cette mécanique simplifiée à l'extrême sur le mode de « c'est l'un ou l'autre » ressemble, hélas, à une manœuvre. Comme l'expliquait le philosophe anglais Thomas Hobbes, la sécurité concerne la vie et les biens. C'est le premier devoir de l'État. En revanche, la plus grande liberté doit être laissée aux individus dans le domaine privé. Or, la sécurité nationale est le point de ralliement de tous les régimes dictatoriaux ou simplement autoritaires. Elle a beaucoup servi à légitimer l'emploi de la torture, les assassinats ciblés, l'utilisation des escadrons de la mort et autres groupes paramilitaires dans la lutte contre toutes les oppositions. Dernier exemple en date, en France, pour 7 djihadistes incarcérés la semaine dernière, toutes les correspondances privées numériques échangées en France risquent de ne plus être des correspondances privées. Le gouvernement souhaite pouvoir tout lire. Les dernières lois votées depuis les 5 dernières années sont à ce point privatives des libertés individuelles que les Américains, pourtant très attentifs au respect de la vie privée, ont réagi devant l'arsenal de lois intrusives dont le gouvernement français s'est doté. La France, dont le premier mot de la devise est liberté, va beaucoup plus loin que les lois post-11 septembre aux États-Unis, le Patriot Act. Quel succès ont eu ces lois de sécurité? Ces nouvelles lois sont la réaction naturelle des États meurtris, avec les effets rassurants vis-à-vis de la population que l'on devine. Mais n'est-ce pas justement ce que recherchent ceux qui nous attaquent, nous priver de liberté? La peur nous met sur la défensive et conduit à la paralysie des sociétés. Localement, comme vous le savez, nous préparons notre fête annuelle qui se déroulera du 2 au 4 septembre. Nous avons bien sûr pris les mesures qui s'imposent pour garantir la sécurité de ceux qui fréquenteront cet événement. Les services de gendarmerie, notre police municipale, la force sentinelle, la sécurité civile, les pompiers seront mobilisés tout le long de l'événement. J'ai rencontré cette semaine les services du préfet pour un dernier calage. Nous mettrons tout en œuvre pour composer un niveau de sécurité adapté à l'esprit festif de ces 3 jours. 3 jours où nous aurons l'occasion, par la fréquentation de cette fête, de montrer notre attachement à cette valeur fondamentale, premier mot de notre devise, la liberté. Je ne saurais, en conclusion de cette cérémonie qui nous rassemble autour de ce monument aux morts, en présence des anciens combattants et de nos porte-drapeaux, manquer de saluer la mémoire de l'un d'entre eux. Il y a quelques jours, M. Doble nous a quittés. Il était un fidèle parmi nos fidèles. Ceux d'entre nous qui l'ont connu se souviendront du combattant et du citoyen, du compagnon qui savait défendre ses convictions. C'est ce que nous devons faire face aux nouveaux dangers qui nous menacent. Vive Carbon Blanc, vive la République et vive la France.